Bonjour à tous. Je suis content d'avoir enfin trouvé du temps pour finir le montage. J'ai une amie qui m'a dit il y a quelques mois, accroche-toi à ton slip parce que ça secoue de devenir parent. Et du coup je m'accroche, ça se passe bien, mais c'est aussi ça qui fait que j'ai mis du temps à finir le montage. J'ai encore une fois eu quelques petits problèmes techniques au niveau de l'enregistrement du son. En gros, pendant l'audio vous verrez qu'il y aura souvent un bruit de fond avec des gens qui parlent dans une autre pièce. Même si j'ai retiré le bruit comme je pouvais, du coup ça s'entend, et donc faudra faire avec. Mais bon, vu que l'épisode il fait 1 heure, et qu'il y en a parmi vous qui m'ont dit que les formats très longs ça pouvait être intimidant, du coup je vais aller directement à l'essentiel, et vous parler de ce qui est au programme. Donc on va passer un moment avec Louise, qui va nous parler de son expérience avec la surdité. C'est un sujet sur lequel j'ignorais quasiment tout, avant de l'écouter en parler, à une conférence qu'on a fait ensemble, et en fait je l'ai trouvée tellement passionnée, et du coup passionnante, que j'ai pas résisté à l'envie de lui proposer d'en parler ici, et de partager tout ça avec vous. J'espère que vous apprécierez comme moi son enthousiasme, sa détermination, sa manière de créer un dialogue entre des personnes parfois d'horizons vachement différents. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise. Bonjour. Je me sens chanceux de pouvoir t'écouter aujourd'hui et de pouvoir diffuser un peu ce que tu as partagé avec Internet. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu veux te présenter aujourd'hui ? Je suis Louise Bernard, j'ai 22 ans, je suis sourde profonde de naissance, je suis une athlète de para-badminton, depuis maintenant 13 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire sourde profonde ? En fin de compte, il y a plusieurs stades de surdité. Nous avons une surdité légère, après moyenne, après sévère, ensuite profonde, premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Moi, je suis sourde profonde, deuxième groupe. Pour vous donner une image, vous me mettez à côté d'un avion qui décolle. Pour moi, ce n'est qu'un chuchotement. Donc, tandis que vous, les entendants, ça vous explose les tympans et ça vous rend sourd, en fait. Tandis que moi, ce n'est qu'un chuchotement. Donc, Donc, je suis vraiment très, très sourde. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ça a été découvert que tu étais sourde ? Parce que je suppose que quand tu étais petite, ils savaient pas forcément tes parents. Alors, justement, c'est ma mère qui a vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand j'étais bébé, elle voyait que je ne réagissais pas quand ils applaudissaient ou quand ils m'appelaient par mon prénom. Ils voyaient que je ne tournais pas la tête comme d'autres enfants lambda. Donc, je suis d'abord allée voir un médecin qui, lui, ne m'a pas fait d'examen de surdité parce que il m'a vu comme un bébé assez vive, assez dynamique, et donc il m'a pas fait d'examen et il a dit à mes parents que tout allait bien et que je n'étais pas du tout sourde. J'ai dû par la suite quelques mois sont passés, puis mes parents ils sont retournés parce que vraiment ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui clochait et que clairement je ne réagissais pas quand il y avait des bruits assez forts et qui devraient surprendre les enfants, quoi. Et le médecin il m'a fait la totalité des examens. Et puis le verdict il tombe et je suis bien sourde profonde, deuxième groupe, quoi. Mais ça a été dépisté bien plus tard que, ça aurait dû être dépisté bien plus tôt si le premier médecin avait fait tous des examens, quoi. D'accord, il avait une sorte d'a priori et du coup il a pas fait les examens. C'est ça. Qui aurait aidé à ce que ce soit pris en charge. C'est ça. À quel âge est-ce que ça a été diagnostiqué du coup ? Alors je m'en souviens pas exactement, mais je dirais, je devais avoir 1 an et demi. Voilà. Et après, j'ai eu des appareils auditifs, comme les personnes âgées ont. Et sauf que c'était pas suffisamment puissant pour moi, donc c'est là où je me suis fait opérer à l'âge de 3 ans pour avoir un implant, et maintenant c'est ce que j'ai toujours et ça marche super bien, quoi. D'accord, c'est un implant qui amplifie le son externe, quelque chose comme ça ? Ouais, en fin de compte, j'ai des électrodes
au niveau, dans mon cerveau, quoi. On a dû m'ouvrir, voilà, pour y glisser des électrodes. Et puis, après, en fin de compte, je sais pas si anatomiquement, enfin, vous connaissez, le schéma de l'oreille. L'oreille interne, ouais, l'oreille interne, il y a une coquille. Mhm. Et, c'est comme une coquille d'escargot, et à l'intérieur, on a des cellules ciliées. Mhm. Qui sont des sortes de cils vibratiles, qui vont permettre, justement, de percevoir tous les sons et donc d'entendre. Moi, en fin de compte, je n'en ai pas. Je n'ai aucune cellule ciliée. D'accord. Donc l'implant, il remplace ça, en fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, quand tu as eu cet implant et que ça t'a permis d'accéder à la perception auditive? Alors, il a fallu que je m'adapte. En fin de compte, plus les années passent, plus la science évolue et plus la nouvelle technologie évolue aussi. Mmh. Et donc, tous les 5 ans, je dois changer d'implant pour avoir un appareil de plus en plus réduit et aussi plus performant. Au départ, moi, j'avais un sac à dos et mon implant, c'était un boîtier qui faisait sur 20 cm et puis après je ne me rappelle pas de la fois où j'ai entendu pour la première fois. J'étais trop petite. Même mes parents, ils m'ont dit qu'au début c'était assez difficile parce qu'il fallait que j'associe tous les sons avec tout le quotidien, d'entendre le moteur qui se met je savais pas que ça appartenait à une voiture ou à un camion, Ton cerveau, il n'avait pas fait les associations sensorielles. C'est ça. Il a fallu que j'associe vraiment tous les sons à tout ce qui m'entoure, en fin de compte. Et donc, mes parents, ils ont dû m'expliquer, que ça appartenait à ça, ça, et voilà, quoi. Après, tous les ans, je vais à Tours. Okay. Pour faire des réglages. Donc, pour perfectionner encore, ce que j'entends avec mon implant, même si là je pense que je suis au maximum, donc j'entends vraiment bien. Je fais des examens aussi tous les ans, des audiogrammes pour savoir à quel décibel je peux entendre et de voir si ça a évolué ou pas, ou si ça a dégradé, parce que les électrodes elles ont une durée de vie qui est normalement aux alentours de 20 ans, 25 ans. D'accord. Voilà. Et donc il faut les changer parce qu'elles peuvent aussi s'endommager avec le temps? Ouais. Ok. Et donc devenir moins performante, et c'est pour ça que je fais des réglages tous les ans pour vérifier que tous les électrodes marchent toujours aussi bien, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton expérience de ce que c'est que de grandir en tant que personne sourde dans une société qui est essentiellement entendante? Quelle place ça génère pour toi? Moi, j'ai toujours dit que j'appartenais à 2 mondes, au monde des sourds et au monde des entendants. Parce que je peux à la fois parler la langue des signes avec d'autres sourds, mais je peux à la fois aussi parler avec d'autres entendants. Néanmoins, avec les entendants, je trouve ça compliqué de me trouver une place au sein de cette société qui, en fin de compte, je dois toujours m'adapter. Je dois toujours faire des efforts. C'est pas la société qui va s'adapter à nous et à mon handicap. Donc c'est épuisant. C'est épuisant pour plein de choses, que ce soit par exemple que je sorte avec des amis un soir, quand on est par groupe, pour moi il est difficile de suivre une conversation. Et là, je me sens un peu perdue, quoi, dans les conversations, parce que ça part dans tous les sens. Et moi, clairement, quand il y a un brouhaha autour, j'arrive pas à suivre la conversation. En fait, quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, tu ne peux plus percevoir qui dit quoi. Exactement. Dans la perception auditive. C'est ça. Et du coup, c'est comme si la communication verbale à la voix, c'est plus coûteux en énergie pour toi que de communiquer par langue des signes, par exemple. Oui,
Après, j'ai un peu perdu en langue des signes, mais je trouve ça plus difficile dans le sens où le fait qu'il y ait ce brouhaha autour de moi et que les entendants, par exemple, on est un groupe de 8 personnes, il va y avoir un petit groupe de 3 personnes par-ci, un autre groupe de 3 personnes. Enfin, je veux dire, ça va pas être chacun va parler à son tour, où là, je pourrais vraiment suivre toute la conversation. Et pour moi, c'est compliqué. Donc, soit j'essaye de me concentrer avec un autre petit groupe de personnes et donc de me concentrer que sur une seule conversation. Tu peux filtrer. Je peux essayer, ouais. Okay. Et d'essayer d'enlever, le brouhaha autour. C'est pas simple, mais ça me demande une concentration qui est assez importante et souvent, je rentre et je suis épuisée, quoi. J'ai appris un jour qu'il y avait un concept, c'est les concepts de période critique. C'est des moments dans le développement du cerveau, au-delà desquels il y a des choses qui sont plus complexes. Par exemple, c'est facile d'apprendre plusieurs langues quand on est jeune, mais quand on a genre 20, 30 ans, c'est plus dur d'apprendre une nouvelle langue parce que justement le cerveau il est moins plastique. Et je me demande si dans ton cas, vu que tu as appris plus tard à faire des liens entre les perceptions sensorielles et les autres sens, et du coup c'est comme si en fait, ça demandait plus d'énergie à ton cerveau de filtrer et de trier les sons en fait. Ouais, totalement. Et du coup, c'est exactement ça. En fin de compte, moi, ma langue maternelle, c'est pas le français, c'est la langue des signes. Et donc moi, c'est comme si on me demandait, depuis que je suis toute petite, en fait, de traduire, en gros, la langue des signes par la langue française, quoi. Et ça, c'est un effort que je fais au quotidien. Maintenant, j'ai l'habitude, mais je sais que je suis plus fatiguée que d'autres personnes qui sont entendants, quoi. Est-ce que tu as appris la langue des signes avant d'être appareillée ? Ouais, j'ai appris la langue des signes avant d'être appareillée, pour communiquer avec ma famille. Ok. Bon, c'était des signes tout simples, mais pour que on puisse un minimum communiquer, que je comprenne ce qu'ils veulent me dire et qu'ils comprennent aussi ce que je veux leur dire et de quoi j'ai besoin. Après, c'était vraiment, on va dire, une base. Enfin, c'était pas la langue des signes poussée comme d'autres sourds l'utilisent maintenant parce qu'ils ont l'habitude et ils l'ont tout le temps pratiqué en fin de compte. Tandis que moi, je côtoie bien plus d'entendants que de sourds, donc c'est pour ça que j'ai perdu la langue des signes, quoi. Ok. Tu disais que la langue des signes, justement, tu l'utilisais à la base pour communiquer avec ta famille, etc. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que justement ton entourage a réagi, comment ils t'ont accompagné dans ce parcours d'appareillage, de réapprentissage? Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai été le premier enfant de mes parents. Pour eux, c'était déjà une nouveauté, le fait que je sois leur premier enfant. Mais en plus, d'avoir un premier enfant qui est handicapé, donc qui est sourde, clairement, au début, ils étaient un peu dévastés, comme tous les parents. Enfin, mais après, ils ont réussi à m'accompagner, que ce soit au niveau scolaire. Ils ont essayé de faire en sorte à ce que je perde le moins de, à ce que j'ai le moins de retard par rapport aux autres élèves, que ce soit pour parler, que ce soit, pour plein de choses. Mais j'avoue que mes parents ils m'ont dit que au début quand ils ont appris que j'étais sourde que ils appréhendaient pour mon avenir. Ils avaient peur que scolairement que ça marche pas, que je puisse pas travailler comme les autres, que je puisse ils avaient peur que ça me bloque même au niveau social. Ils avaient peur que j'arrive pas à avoir des amis ou même à avoir un copain. Je veux dire, il y a plein de choses là-dessus. Ils appréhendaient, mais au final, ça s'est bien passé. Voilà quoi. Je pense que je comprends leurs inquiétudes parce que
À la clinique, j'ai fait plusieurs fois des ciné-débats où on regardait des films, etc. et où on faisait des groupes de parole. Ouais. Et j'ai constaté qu'il y avait des personnes, souvent c'était des personnes plus âgées, qui avaient des problèmes auditifs, ils n'entendaient pas forcément très bien. Et il y a des salles où il y a vachement de réverbération, il y a vachement d'écho. Ouais. Et en fait, quand on regarde un film où on discute dans cette salle-là, souvent ils ont du mal à entendre. Ouais. Et c'est épuisant pour eux, et en fait ça les isole vachement parce qu'ils n'osent pas demander à tout le monde de répéter tout le temps, etc. Et au final, ils restent un peu dans leur bulle, quoi. C'est ça. Moi, il m'est déjà arrivé de faire répéter un nombre de fois assez important. Et il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit non mais ça me saoule de te répéter plusieurs fois. Voilà. Sauf que moi j'ai pas rien quoi. Moi j'essaye de comprendre ce qu'ils me disent. Clairement, s'ils ne veulent pas me répéter, ça me fait suer parce que j'ai l'impression d'être inférieure à eux, de pas être capable de comprendre ce qu'ils disent alors que si, je suis capable mais juste faut que tu m'autorises à ce que je te demande de me répéter et que tu me répètes derrière quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que malheureusement c'est un monde où en fait souvent c'est toi qui dois t'adapter aux autres. Et c'est pas vraiment l'inverse. Alors qu'en fait, au final, c'est comme si ils refusaient de payer, de prendre en compte le fait qu'il y a des besoins spécifiques et que c'est pas une impossibilité de comprendre, c'est juste un besoin de prendre en compte que, effectivement, parfois, il faut répéter parce que, il y a des informations, il y a des sons qui sont plus difficiles à comprendre. C'est ça. Par exemple, pour regarder la télé, je mets tout le temps des sous-titres. Parce que, si je ne mets pas les sous-titres, il y a des acteurs qui sont britanniques ou américains et là je peux pas trop lire sur leurs lèvres. Ah oui, quand c'est d'autres langues en plus. Ouais, donc pour moi c'est hyper compliqué quoi, de me baser que sur le son et non pouvoir lire sur leurs lèvres quoi. Du coup quand tu discutes avec des gens dans la même pièce, tu utilises beaucoup la lecture sur les lèvres? Ouais. D'accord. Ouais, ça m'aide. Après j'avoue que avec le temps, je lis de moins en moins sur les lèvres parce que j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes pour qui ça dérangeait en fait. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais, et du coup qui n'arrivaient plus à parler de façon naturelle et normalement parce qu'ils voyaient que je lisais sur leurs lèvres et que ça les dérangeait, donc du coup avec le temps j'ai essayé de dissiper, on va dire, cette gêne en fait. Voilà. D'accord. D'où le fait de rendre le truc aussi invisible que possible, parce que sinon ça peut générer même du rejet ou des tensions quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Dans ton parcours, est-ce que tu peux nous parler un peu du badminton et de qu'est-ce que c'est venu changer, la découverte du badminton, du club, tout ça? Alors le badminton, j'ai trouvé ce club tellement familial, tellement chaleureux, que du coup, socialement, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je pouvais avoir des sujets de conversation, sur notre passion qui était le badminton, et donc forcément on tissait des liens, avec ces personnes-là. Puis aussi le fait de jouer en double, on tissait des liens aussi avec son ou sa partenaire. Donc non, pour moi ça a été très important, point de vue psychologique et moralement, ouais. Surtout à certaines périodes de ma vie qui ont été plus compliquées que d'autres, notamment au collège. Au collège, j'avais besoin d'avoir une autre passion en dehors de ça et de pouvoir me défouler et pouvoir voir des personnes qui m'apprécient et que j'apprécie aussi. Donc socialement, moi je dirais que ça a été hyper important quoi. Après, je pense que le bad aussi, le fait que je sois sourde, ça peut me donner un avantage parce qu'il faut savoir que quand je joue au bad, j'enlève toujours mon appareil. C'est obligatoire ou c'est toi qui choisis? Lors des entraînements et lors des tournois lambda qu'il peut y avoir partout, je choisis. Et moi, clairement,
bah je peux pas garder mon appareil parce qu'avec la sueur et tout, bah j'ai peur qu'il tombe. Parce que bah c'est un sport qui est assez intense et donc clairement bah il peut tomber et il est déjà tombé et sauf que bah j'ai pas envie de le casser et voilà et de devoir attendre 3 jours que la société m'envoie un autre appareil quoi. Mais sinon les tournois comme les championnats de France ou bien les tournois à l'international, on n'a pas le droit d'avoir des appareils. Ouais. Vous êtes obligé de les retirer. Ouais. D'accord. En fin de compte, si on garde notre appareil, on est éliminé et toute l'équipe française est éliminée. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc si vous prennent la main dans le sac d'avoir l'appareil, ça élimine tout le monde quoi. Ouais, ça élimine parce que tu l'as peut-être pas dit tout à l'heure, mais en fait t'es dans l'équipe de France. Oui. oui, je suis dans l'équipe de France de badminton des sourds depuis 7 ans maintenant. Voilà. J'ai déjà fait les championnats d'Europe, j'ai été médaillée, j'ai déjà fait les championnats du monde, j'ai déjà fait les défis olympiques, donc qui sont les JO pour les sourds. Donc c'est distinct des paralympiques. Ouais. Bah tout simplement à cause de la communication encore une fois, parce que nous on a un handicap invisible contrairement aux paras qui ont pour la plupart du temps un handicap visible. Mais eux, ils n'ont pas ce souci de devoir communiquer entre eux. Voilà, quand on se retrouve, nous, on est vachement à l'écart. Je vais te dire, par exemple, pour les premiers championnats de France parabad, alors déjà, ça fait que depuis 2 ans, 3 ans que maintenant on fait des championnats de France parabad. Avant, c'était que les championnats de France sourds. Même là, je me rends compte que lors des soirées et tout ça, il y avait vraiment un coin pour les sourds et un coin pour les paras. Parce que justement, les sourds, il y en a qui n'ont pas envie de faire ces efforts en fait pour aller voir des joueurs paras et discuter avec eux. Parce qu'il y en a pour qui c'est moins facile que d'autres. Parce que soit ils refusent de parler. Les personnes sourdes, tu veux dire Ouais. Ils refusent, mais ils pourraient, mais ils décident de pas le faire. C'est ouais. Ça Ok. Parce que quand ils parlent, en fin de compte, ils n'aiment pas du tout leur voix. Parce que c'est vraiment une voix de sourd, quoi. C'est-à-dire, ils parlent plus fort. C'est-à-dire, pas forcément fort, mais c'est une voix qui est hachée, vraiment hachée par syllabes. Et puis c'est vraiment une voix, de sourd. Donc c'est-à-dire, ils n'entendent pas aussi bien que moi. Et puis il y en a même qui n'entendent pas du tout et qui essaient de parler, mais du coup, sa voix, elle est totalement. En fait, ils n'entendent pas leur voix et celle des autres, et du coup, ils peuvent pas vraiment s'adapter, s'améliorer, corriger. C'est ça. Et puis il y en a qui n'ont jamais fait d'orthophonie aussi. Pour pouvoir justement essayer de parler correctement et donc voilà. Mais il y en a qui vraiment refusent en fait parce que ça les gêne et parce qu'ils n'aiment pas du tout leur voix quoi. Ouais. Donc ce qui nous isole en fait des autres athlètes para quoi. Donc c'est pour ça que les compétitions à l'international sont vraiment distinctes quoi. Et t'en penses quoi de ça, de cette distinction? Tu trouves ça logique ou tu voudrais plutôt abolir cette distinction? Moi, j'aimerais bien l'abolir. Parce que on est avant tout tous des sportifs. Et clairement, il y a certains moments où je ne me sens pas, où je résonne vraiment comme un tout autre sportif lambda et je me dis mais c'est dommage en fait que on n'arrive pas à se mélanger en fin de compte. À s'amuser ensemble, à faire du sport ensemble. Ouais, et clairement je pense que ça ferait en plus un bien à tout le monde. Ouais. Que ce soit de notre côté ou du côté para, ce serait bon pour nous de se dire que on peut partager notre expérience avec eux, mais aussi eux pour qu'ils se rendent compte aussi à quel point notre handicap est handicapant en fait. Oui, parce que vu qu'il est invisible, ils pourraient se dire mais en fait ils
ils sont pas handicapés, mais même ils sont même avantagés. C'est ça. C'est ça, alors que c'est un réel handicap, quoi. Il y en a, mais qui ne se rendent pas du tout compte, quoi. Je me faisais la réflexion l'autre jour en réfléchissant au podcast. Ouais. Je me suis dit, en fait, tu vas me dire si ça te paraît étrange ou maladroit. Hein, Ouais. j'ai l'impression que c'est comme si en fait tu pouvais choisir entre est-ce que tu entends ou pas. Parce que si tu retires les appareils, tu n'entends quasiment plus. Et du coup, je me disais, mais en fait, il y a des gens qui pourraient voir ça comme une sorte d'avantage. Qui diraient, mais moi j'aimerais pouvoir retirer mes oreilles et pouvoir ne plus entendre mon conjoint qui ronfle ou ne plus entendre. Et du coup, je peux pas. Et du coup, il y a des gens qui pourraient, entre guillemets, se dire, mais c'est pas un handicap, en fait, parce que si on peut choisir d'entendre ou pas, et qu'ils se prennent pas forcément compte de tout ce que ça implique dans la vie quotidienne et dans la communication et dans la scolarité, etc. C'est ça. C'est ça. Et moi, ces personnes-là, voilà, qui disent que justement, bah, c'est pas un handicap, bah, j'ai envie de leur dire, bah, écoutez, un jour, vous allez vivre avec mon handicap et moi, je vivrai sans handicap. Bah, clairement, vous verrez que, bah, en fait, la vie n'est pas si facile qu'on le pense. Après, certes, il y a des avantages et tant mieux. Voilà, je n'entendrai jamais mon copain ronfler. Enfin, je n'entendrai jamais les orages la nuit et que je découvrirai le matin quand je me réveille que finalement il a plu et qu'il y a eu un orage. Enfin, voilà. Tu dors sans tes appareils, du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Pour qu'ils puissent se recharger, en fait. Ok. Oui, c'est des piles, enfin des batteries. Ce sont des batteries, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, en fin de compte, il y a des entendants qui vont me croiser et qui vont me dire, en fait, ton handicap, c'est pas vraiment un handicap. Parce que moi, je peux parler, je peux entendre, je peux comprendre, je peux faire un parcours scolaire lambda. Je vais bientôt devenir infirmière. Enfin, je peux être un peu comme tout le monde, en fin de compte. Mais j'ai l'impression que c'est aussi parce que t'as beaucoup bossé pour ça. Beaucoup plus que quelqu'un qui aurait pas ce handicap, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que tu rends le handicap davantage invisible parce que tu travailles beaucoup, tu travailles dur. Mais que tu peux pas... Si tu travaillais autant que quelqu'un qui est pas sourd, en fait, tu n'aurais pas les mêmes résultats. Tu dois travailler plus, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr. Après, j'ai eu une orthophoniste qui a été très exigeante vis-à-vis de moi. Ouais. Ouais, au début, moi, je ne l'aimais pas. Hein. Ah non, vraiment, vraiment, je ne l'aimais pas. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, en fin de compte, elle a vu que j'avais cette capacité, en fait, d'apprendre beaucoup de choses, d'être efficace, enfin, point de vue travail, et que j'arrivais à assimiler beaucoup de choses. Et que, elle m'a dit que, qu'elle savait que, en fait, j'étais vraiment capable, en fait, de faire plein de choses et que, tout comme personne lambda, et que, donc c'est pour ça que j'ai travaillé dur, parce que j'avais envie aussi, de réussir dans ma vie et de pouvoir faire un métier qui me plaît, de pouvoir, de pouvoir avoir des amis entendants et pas forcément que sourds. Parce que, par exemple, moi, j'ai des amis sourds, mais qui n'ont pratiquement pas d'amis entendants. Qui ne sont qu'avec les sourds. Oui, du coup, ça crée un peu cet isolement. Ouais, et même la plupart se sont mises avec des personnes qui sont sourdes. En couple, tu veux dire? Ouais. Et là-dessus, moi, j'avais pas envie de m'éloigner de tout ça et de m'éloigner du monde des entendants. J'avais envie, de toucher aux sourds comme aux entendants. En fait, j'avais envie d'avoir des amis des deux côtés et d'agrandir au maximum mon réseau social, quoi. Puis quelque part, tu crées aussi un pont, dans le sens où tu peux permettre à ces deux mondes de communiquer à travers toi et de mieux se comprendre. En tout cas, c'est un peu ce que tu fais là, moi je trouve, avec ce que tu partages. C'est grâce à ton témoignage, on peut mieux comprendre quand on connaît pas comment c'est à l'intérieur, et puis vice versa, vu que tu peux t'intéresser, t'es assez ouverte et curieuse, tu peux aussi comprendre le monde des entendants et comment ça marche, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées dans le système éducatif, à l'école, etc. et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter? Alors, j'ai eu pas mal d'obstacles. Il a fallu que je me batte, surtout que mes parents se battent pour moi. Voilà, ils m'ont toujours soutenue et ils m'ont toujours accompagnée dans ces épreuves. Je vais donner plusieurs exemples, mais par exemple, quand j'étais en maternelle, j'étais en grande section. Et puis, il y avait une autre fille sourde qui était en moyenne section. Et donc, lors d'une réunion où on réunit la maîtresse, les parents, l'orthophoniste, enfin vraiment tout le personnel, ainsi qu'une psychologue. Et puis, cette psychologue, elle a suggéré qu'il fallait que je redouble pour que je puisse être amie avec la fille qui est sourde, qui est en moyenne section. Sauf que la maîtresse, elle a dit non, je vois pas l'intérêt de la faire redoubler parce qu'elle réussit bien à l'école et que clairement Louise, elle arrive à avoir des amis entendants et que clairement elle n'a pas forcément besoin d'amis sourds. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire. C'est pas parce que je suis sourde que je peux être amie qu'avec des sourds, en fait. C'est comme s'ils voulaient ranger les gens par catégorie. C'est ça. Et donc, au final, j'ai pas redoublé, mais il y a eu ça, voilà. Pareil, au lycée, donc il faut savoir que durant une majeure partie de mon parcours scolaire, j'ai été accompagnée par une AESH. Qui, elle, en fin de compte, elle était là pour m'expliquer les consignes. Parce que, étant donné que j'avais un retard dans la langue française, et donc notamment sur le vocabulaire, sur la syntaxe, sur plein de choses, il a fallu qu'elle me réexplique, en fait, les consignes pour que je puisse comprendre et donc ne pas être hors sujet et de pas être à côté de la plaque, quoi. Et au collège, j'ai eu de bons résultats au collège et puis il y a eu une camarade de classe qui a lancé une rumeur en disant que mon AESH me disait toutes les réponses à l'évaluation et que c'était pour ça que j'avais de très bonnes notes et que c'était pas grâce à mon travail fourni, que c'était seulement grâce à mon AESH. Donc, courant 4e, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter parce que clairement c'était plus possible pour moi de continuer à vivre dans ces conditions-là. Et à cause de la rumeur? À cause de la rumeur, et puis en plus cette personne-là me harcelait, elle m'a menacée, c'était vraiment une période difficile pour moi. Et donc, en plus, quand cette rumeur elle est arrivée, j'ai dit non, je vais arrêter l'AESH et j'ai encore une fois ressenti ce besoin de prouver en fait à tout le monde que non, mes notes là que j'ai, c'est seulement grâce à moi et non pas grâce à mon AESH, quoi. Mais c'est ça, en fait, mon handicap, en fin de compte, j'ai toujours ressenti ce besoin de prouver à quelqu'un que je valais ce que je vaux maintenant et que tout ce que j'ai fait, c'était que grâce à moi. Et ça, c'est épuisant, en fait, de devoir toujours prouver, parce que c'est un combat qui est permanent, en fait. Après... il faut savoir que pour les examens, pour le brevet par exemple, j'ai eu un tiers-temps additionnel durant toutes les épreuves, Et par contre, pour mon bac de français, ils m'ont refusé le tiers-temps additionnel. Soi-disant parce que ça allait me favoriser par rapport aux autres élèves si j'avais un tiers-temps additionnel, quoi. D'accord, parce que vu que tu travaillais bien, que tu avais des bonnes notes, ils considéraient que ton handicap ne justifiait pas un tiers-temps. Ils disaient que tu auras quand même des bonnes notes même sans tiers-temps. C'est ça. Et que en fait, ils ne se rendaient pas compte que juste ce tiers-temps additionnel, j'en avais réellement besoin. De part parce que justement, mon raisonnement n'est pas du tout le même que vous.
les entendants, enfin, ils vont mettre moins de temps à comprendre ce qu'ils vont lire. Moi, j'ai besoin de relire plusieurs fois pour m'imprégner. Est-ce que tu penses en langue des signes? Je sais pas trop si non, c'est je possible. pense pas à la langue des signes. C'est vraiment pour moi, en fait, c'est pas un raisonnement et qui va être plus automatique, on va dire, comme vous autres entendants. Vous, quand vous lisez quelque chose, voilà, vous le lisez 2 fois. Et c'est bon, vous avez compris le sujet, vous savez de quoi ça parle, tout ça. Tandis que moi, j'ai besoin de plus de temps, en fait. Parce que justement, je dois faire, en quelque sorte, cette traduction. Enfin, j'ai un temps de réflexion et qui va être beaucoup plus important que vous. Et que clairement, il me fallait ce tiers-temps pour que je puisse bien comprendre et tout, et la plupart du temps je l'utilise quoi pour éviter d'être hors sujet ou ouais, voilà, en fait quoi. souvent t'en as besoin de ce tiers-temps. Ouais. Surtout pour le bac de français. Ouais. Le bac de français, voilà, il y a des mots parfois je ne comprends pas, même encore maintenant, même si j'ai énormément évolué point de vue vocabulaire, mais voilà, il y a un mot que je vais pas comprendre dans une phrase, et donc moi faut que je relise la phrase plusieurs fois pour essayer de comprendre le sens, et donc d'essayer, enfin il y a plein de choses comme ça quoi. Et puis même la syntaxe, enfin plus tu avances dans ton parcours scolaire, plus la syntaxe va évoluer aussi, elle va être plus, enfin les phrases vont être tournées parfois d'une telle manière que moi faut que je fasse attention. Est-ce que j'interprète pas ça autrement en fait? Moi je me rappelle lors des cours avec mon orthophoniste, je faisais vachement d'exercices sur le par exemple pour comprendre par exemple tout ce qui est le DONT, don, pour comprendre ce que ça veut dire et de pas le confondre avec le que par exemple. Tu vois, dans une phrase, enfin voilà, j'avais tendance à confondre ça par exemple. Et les liens entre les différents mots quoi. Ouais. Et ça, moi, j'avais tendance à comprendre, et donc du coup, avec mon orthophoniste, c'était la plupart du temps des exercices que sur ça, quoi, pour que je comprenne, et pour pas que j'interprète, parce que le que et le don, ça veut pas du tout dire la même chose. Voilà. Ouais, là où il y a un enfant entendant, il va apprendre ses règles un peu intuitivement, sans forcément avoir besoin de les comprendre intellectuellement. Toi, t'as dû les comprendre et les travailler pour les intégrer, en fait. Mais oui. Et c'est ça qui fait que j'ai besoin, en fait, de plus de temps, en fait. Et donc, le jour de mon bac de français, j'ai dû me débrouiller, enfin, comme une personne lambda. Et déjà que, en plus, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, donc, mais en plus que là, j'étais pas du tout rassurée parce que je n'avais pas le tiers-temps. Clairement, enfin, j'étais dans de mauvaises conditions, quoi. Ouais, ça t'a pénalisé, quoi. Ouais, ça m'a pénalisé. Et puis après, j'ai eu à l'écrit, j'ai eu 11. C'était au-dessus de 10, mais voilà, enfin, c'était pas... Avec un tiers-temps, t'aurais eu 15, quoi. Normalement, ouais, je devrais avoir 15, quoi. Et donc, là, forcément, enfin, j'étais déçue, quoi. Ouais. Et c'est comme ça, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des préjugés ou des stéréotypes sur les personnes sourdes que t'aimerais déconstruire? Ouais. Ouais. Alors, quand j'ai dit aux personnes, par exemple, que je suis sourde et que voilà, j'avais besoin qu'ils répètent, ils me disaient, t'es pas sourde muette? En fin de compte, il y a des gens qui se disent que, en étant sourde, que mes cordes vocales sont aussi touchées et donc que je sois muette, quoi. On peut être sourd sans être muet. Mais c'est ça, enfin, parce qu'ils étaient étonnés, toi,
de me voir parler alors que je suis sourde, quoi. Et donc ils me disent t'es pas sourde muette, enfin je leur dis non. Enfin, ah oui, c'est un peu genre. Et il y en a qui font directement le lien en fait en disant sourd c'est égal à muet, quoi. Est-ce que y a une différence entre sourd et malentendant? Parce que moi je pense qu'avant de t'écouter la dernière fois, dans ma tête, le cliché que j'avais, c'était les sourds, ils ne peuvent pas percevoir de son. Alors que les malentendants, ils peuvent percevoir de son. Exactement. Et du coup, toi, tu te qualifierais où là-dedans? Moi, je suis sourde. D'accord. Ouais, parce que moi, je n'entends pas. Ouais, sans les implants, tu ne perçois pas le son. Non. Même si on te crie dessus, tu perçois pas. Okay. Mais rien du tout. Ok. Rien du tout. Enfin, moi, s'il faut que j'entende quelque chose, et encore, ce n'est qu'un chuchotement, c'est lors d'un décollage d'un avion. Et il faut que je me mette à côté. Donc, clairement, enfin, en termes de décibels, par exemple, je suis à 120 décibels. Ah oui, c'est très très fort ça. Ça, c'est ma surdité. D'accord. Je suis à 120 décibels, tandis que les entendants, vous êtes aux alentours de 20-25 décibels. Ouais. Moi, je suis à 120. Ouais, 120, c'est un bruit, ouais, c'est un avion, quoi. C'est ça. Et c'est qui est énorme, et tandis que tout ce qui nous entoure là au quotidien, c'est souvent à 60 décibels. Ouais. Donc, moi, j'entends rien, quoi. Ouais, je crois que même une tronçonneuse, c'est à 80, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Tu disais, si on entend un avion, ça va nous exploser les tympans, on va avoir super mal. Ouais. Toi, est-ce que tu ressens de la douleur si le son est fort ou pas? Si je mets une musique hyper fort près de toi, ça te fait mal ou c'est juste... Sans appareil ou... Avec les appareils? Avec appareil, ouais. Il peut y avoir surtout des sons assez stridents. Genre les larcènes de micro, par exemple? Ouais, ça c'est désagréable et j'aime pas du tout, quoi. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ces sons-là, mais après, si ça arrive de temps en temps, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est pour ça que les appareils sont améliorés au fur et à mesure du temps. Parce que j'ai l'impression que suivant les appareils, ils vont pas retranscrire les sons de la même façon et de façon aussi fidèle ou aussi juste, peut-être. Ouais. Bon, après, moi, je peux pas comparer, entre ce que toi tu entends et, moi, j'ai jamais eu la chance de comparer, toi. Enfin, je pense que ça doit être une voix quand même un peu plus robotisée. Ce que je perçois autour de moi, ça doit être un peu plus robotisé. Mais avec le temps, j'ai vraiment vu des améliorations. Ouais. Et justement, moi, j'ai toujours détesté changer au bout de 5 ans d'appareil, en fait, parce que je sais qu'il va falloir un temps d'adaptation, en fait. Oui. Et moi, ce temps d'adaptation, ça va se résumer à 2-3 semaines, quoi. Ouais. Pour m'habituer au son, au fait que j'entende mieux, que j'ai l'impression peut-être que ce soit plus fort ou que ce soit moins fort. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Ouais. Après, si tu veux, je te ferai tester après. Il y a différents micros. Et ce micro-là, il amplifie tout. En fait, on entend vraiment tout dans le casque. Et du coup, c'est assez... je me dis, ton appareil doit avoir des micros vachement performants parce qu'il y a des micros qui sont vraiment très fidèles au son réel, quoi. Donc, je pense que ça doit être assez proche au final, quand même. Oui. Avec le temps, on se rapproche plus, du vrai, de ce qu'entendent les entendants réellement. Je pense qu'on se rapproche de plus en plus vers cette voie-là. Il vaut mieux. Est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais donner à une jeune personne qui serait sourde ou malentendante, qui aurait les mêmes défis que toi? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Clairement, d'avoir une orthophoniste qui est spécialisée que pour ça. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs orthophonistes, mais moi, j'avais vraiment une orthophoniste qui n'était spécialisée que pour les personnes sourdes. Et résultat, j'ai eu un super suivi et clairement,
c'est en partie grâce à elle que j'en suis arrivée là maintenant. C'est aussi hyper important d'avoir une famille qui puisse nous soutenir et nous aider aussi, ou parfois nous corriger. Parce que même encore maintenant, parfois je fais des fautes de français et je ne me rends pas forcément compte. Ah oui, t'as besoin qu'on te le dise pour apprendre. Ouais. Et bon, maintenant j'en fais de moins en moins, mais je me rappelle quand j'étais petite, je confondais par exemple tout ce qui va être les noms, de mettre un le ou un la, un ou une. Moi parfois je me trompais quoi. Et après, quand mes parents ils me disent, non, c'est le ou c'est là, moi je disais, mais ça fait moche. Enfin, je trouvais ça moche, quoi. Ah oui, bah oui. Mais du coup, après, je remercie mes parents, voilà, aujourd'hui, de m'avoir poussé en fait, de m'avoir aidé à évoluer et à progresser, et donc de faire, comme si j'étais une personne lambda, quoi. En fait, l'aide que tu as reçue de l'orthophoniste, de tes parents, etc., ça a permis de compenser le handicap qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir une vie professionnelle, une carrière, des études, ce qui aurait sans doute pas été possible sans toutes ces aides, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, t'en arrives à avoir une vie comme tout le monde, quoi, quelque part. C'est ça. Et même mes petites sœurs. Je dis comme tout le monde, mais t'es championne de France quand même. Non, mais j'ai compris dans le sens tout vite. Mais même mes petites sœurs, j'ai des sœurs jumelles, voilà. On a 6 ans d'écart, mais justement le fait qu'elles soient arrivées, que j'étais leur grande sœur, j'avais envie de leur apprendre des trucs, et donc ça m'a permis aussi d'évoluer et donc de progresser aussi plus rapidement, pouvoir leur transmettre des choses et ce que je connaissais, et voilà quoi. Et donc en vrai maintenant je peux parler avec n'importe quelle personne et c'est génial. Et puis il y a même là je le vois notamment lors de mes stages, il y a des patients qui ne se rendent pas du tout compte que je suis sourde, quoi. Et c'est juste, voilà, quand je leur demande de répéter quelque chose, et que là, j'ai pas encore compris la première fois, donc je leur dis que je suis sourde, parce qu'il y en a qui peuvent péter un câble parce que je leur fais répéter 3 fois, quoi. Ouais, faut qu'ils comprennent. Tu leur dis pour qu'ils s'énervent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes entendantes comprennent mieux au sujet de la surdité ? Clairement, les entendants, moi, ce que je n'aime pas, ce sont les entendants qui se font des idées sur notre handicap et qui croient tout savoir sur notre handicap, tandis que souvent, ces idées, elles sont fausses. Et moi, je préfère qu'on me parle directement et franchement en me disant écoute Louise, je connais un peu ton handicap, mais est-ce que tu peux m'en dire plus, parce que et je préfère qu'il me pose plein de questions, parce que moi je sais que ce que je vais leur dire c'est totalement fiable et vrai, et que eux puissent me comprendre un maximum, et voilà. Et qui ne se fassent pas d'idées préconçues en fait, et que au final quand je leur dis quelque chose, ils disent ils sont étonnés. Moi par exemple, par exemple les personnes qui se disent que je suis sourde muette, bien que les sourds avant les sourds on les appelait les sourdingues. C'était stigmatisé, en fait, beaucoup plus. Ouais. Et maintenant, ça a un peu disparu, mais il y en a qui le pensent encore, que le fait qu'on soit sourd, qu'on ne puisse pas être capable de comprendre quelque chose, et donc on est considéré comme des incapables, en fait. Et moi, j'ai envie de leur faire comprendre que en fait, nous les sourds, on peut faire plein de choses
en soi. Si on arrive à bien travailler, si on arrive si on est soutenu, si on a été suivi, et que par contre il faut qu'ils acceptent aussi, par exemple, moi j'ai déjà eu des entendants me dire Louise, c'est dommage que tu viennes pas à la soirée avec nous. Moi je leur dis non, enfin moi je suis trop fatiguée, là je me sens pas d'aller en soirée avec vous, parce que je sais que dès le départ en fait je vais me perdre dans la conversation et que ça sert à rien que je vienne, quoi. Et ça, il y a des entendants qui refusent de l'entendre, en fait. Et qui se disent, Louise, elle fait pas d'efforts, voilà, elle vient pas avec nous, enfin, ça fait suer. Sauf que moi, j'adorerais aller aux soirées, voilà, assez régulièrement. Mais je peux pas. Parce que clairement, ça me demande trop de concentration, trop d'efforts pour, moi je peux pas. Et puis la plupart du temps, on est par groupe, donc, ils se rendent pas compte que je peux être facilement perdue, en fait. Dans un groupe, pour que ce soit confortable pour toi, il faudrait qu'il y ait une conversation à la fois, pas plusieurs conversations mélangées, c'est ça? Ouais, ou bien d'être un petit groupe de personnes. Genre 3-4 personnes? Ouais. Ouais, ça, ce serait l'idéal pour moi. Okay. Mais sauf que ça se passe pas forcément comme ça. Oui, tu peux pas contrôler toutes les soirées. Non, et puis même des personnes de ma famille, il y en a qui ne se rendent pas compte. Il y en a qui, par exemple, mettent de la musique en fond. Et ça perturbe la perception des voix, c'est ça? Ouais. Et ça, il y en a qui se rendent pas compte aussi que la musique, ça me fatigue, en fait, encore plus. Parce que j'essaye de mettre ça, on va dire, vraiment... j'essaye de diminuer au maximum ce fond de musique pour pouvoir me concentrer sur les conversations que j'ai avec ma famille. Et ça, il y en a qui ne comprennent pas. En fait, je sais que moi, quand j'écoute, mes oreilles, en fait, elles localisent les sons dans l'espace. Je me demande si les micros de tes appareils, est-ce qu'ils localisent aussi, ou est-ce que tu peux localiser? Non, voilà, c'est ça en fait. Non, moi je peux pas. S'il y a des gens qui parlent en même temps, des sons, de la musique, en fait, tout est je mélangé. saurais pas qui parle. Ouais. Je sais pas si ça vient de la gauche ou de la droite. Et du coup, c'est ça qui est aussi coûteux, je pense. C'est parce que tu dois trier les fréquences sonores dans ton cerveau, parce que tu peux pas les localiser, quoi. C'est ça. Alors que nous, en fait, on sait à gauche, à droite, en haut, en bas, et donc ça aide à trier, en fait. C'est ça. Moi, je vais te dire, par exemple, quand je suis en famille, je me place toujours en premier pour pouvoir être de bon côté. Parce que comme je n'ai que un appareil et qui est sur mon côté droit, il vaut mieux que je sois le plus à gauche possible pour que je puisse entendre tout le monde à ma droite. D'accord. Tandis que si je me mets tout à droite, c'est de mauvais oreilles et clairement, je vais nager, quoi. Donc là-dessus, on fait extrêmement attention. Après, j'ai essayé d'avoir un autre appareil de l'autre côté et malheureusement c'est pas possible. Il y avait un risque de déséquilibre, donc que je pourrais plus faire de badminton, je pourrais plus courir, je pourrais plus nager, je pourrais plus. De déséquilibre, genre de l'oreille interne? Dans l'oreille interne, ouais. Ah ouais. Ouais. Parce que entendre le son, ça, d'accord. Ouais, et donc du coup c'est pour ça que je n'ai qu'un appareil au lieu d'en avoir deux, mais il y a des sourds qui peuvent avoir les deux. Moi j'ai pas pu. J'ai pas voulu prendre ce risque, j'ai pas envie de me restreindre d'activité, voilà quoi. OK. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes aspirations et tes projets futurs? Du coup, tu vas devenir infirmière, c'est ça? Ouais. Normalement, si tout va bien, je devrais être diplômée là en juillet. Ouais, ça c'est un métier qui me passionne. Clairement, j'adore. Je trouve ça tellement gratifiant. Après, là, j'avoue que cette année, je mets un peu en pause le côté équipe de France, de badminton. Pour me concentrer sur les études parce que
parce que clairement, je sais que c'est pas dans le bad que je vais gagner ma vie. Enfin, je sais que je vais pas en faire non plus éternellement et que voilà, enfin, et que ma priorité restera et pour toujours, enfin, les études, quoi. Donc voilà, ma priorité c'est d'être diplômée en fin d'année et que voilà. Et après peut-être que je reprendrai justement l'équipe de France, voilà, de refaire des tournois à l'international. Voilà, je verrai. Alors c'est déjà un sacré parcours en tout cas, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as surmonté. Ouais. Toutes les victoires. Comment ? Toutes les victoires que tu as pu, que ce soit au BAD ou dans ta scolarité ou dans tes apprentissages. Oui, de toute façon, enfin, j'ai jamais été quelqu'un qui s'est lamenté sur son sort. Enfin, parce que sinon, enfin, tu peux pas avancer. Enfin, j'ai l'impression que, en fait, t'as dit l'orthophonie c'était très exigeante, mais c'est une exigence qui t'a été utile, dont t'as réussi à en faire quelque chose qui t'a aidé à grandir, quoi. C'était dur, mais ça avait du sens. Ouais, et puis au final, à la fin, je l'aimais beaucoup, mon orthophoniste. Ouais. Oui, parce qu'elle a pris confiance en toi, elle a vu que ton potentiel. Ouais, et puis à la fin, nos séances, c'était devenu un peu comme du copinage, quoi. Non, mais vraiment, tu vois, elle me parlait de sa vie au quotidien, puis je lui parlais de ma vie au quotidien, et voilà, quoi. Donc, non, c'était vraiment bien, quoi. Et puis elle m'a vraiment aidée quoi sur tout mon parcours, voilà. Donc non, vraiment elle a été très importante. Quand je t'écoute là, je me dis en fait une personne sourde sur YouTube par exemple, en fait pour faciliter la vie quand on peut pas entendre ou quand on peut pas tout comprendre, les sous-titres ça aide en fait, c'est même indispensable parfois. Ouais. Parce que moi je sais que là sur mon podcast par exemple, j'ai jamais fait de sous-titres, mais du coup, ça se trouve, il y a certains épisodes dont des gens peuvent pas les écouter, en fait, à cause de ça. Ouais. Et donc, je me dis, il faudrait en plus, sur YouTube, j'ai déjà essayé de mettre des sous-titres sur YouTube, et parfois, enfin, ce sont pas les bons mots. Ouais, c'est automatique, mais c'est pas très bien fait. Voilà. Alors que si on le fait manuellement, le créateur le fait, c'est les bons trucs. Donc, après, je sais que ça prend énormément plus de temps, mais clairement, s'il y en a qui peuvent le faire et qui ont le temps pour le faire, qu'ils le fassent, quoi. Enfin, j'essaierai de le faire pour cet épisode-là, déjà. Ouais. De mettre les sous-titres. Et puis si je m'en sors bien, je le ferai pour les autres épisodes, je pense. Ce serait top. Ouais, ce serait top. Bon. Et écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. Est-ce que y a des gens qui veulent, je sais pas, te suivre ou voir? Je sais que tu as fait des vidéos, tu es passé à la télé, sur YouTube, on peut te retrouver, il y a des interviews de toi. Enfin, moi j'en ai vu en tout cas. Peut-être, ouais. Je sais pas si des gens sont curieux, si des gens veulent discuter avec toi, ou est-ce qu'il y a un endroit où tu es active ou pas sur internet, sur les réseaux ou pas? Je suis sur Facebook, sur Instagram, voilà. C'est juste savoir si tu veux que je mette les liens en description ou pas, il n'y a pas d'obligation. Je sais pas si des gens veulent te suivre, te poser des questions. Ou ça peut être en commentaire de la vidéo. Oui, enfin, clairement, moi je suis ouverte. Voilà, si je mets ton lien Instagram en description de la vidéo, t'es OK. Ouais. Ça. OK. Pas de souci. Bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.